Bienvenue dans Pause Pépite, le podcast qui met en lumière les histoires de vie extraordinaires de personnes apparemment ordinaires, alors que pourtant. À travers des histoires authentiques et inspirantes, chaque épisode est une invitation à ralentir et révèle une pépite cachée dans le quotidien, un trésor d'expériences à découvrir. Ces parcours parfois surprenants, parfois émouvants, nous rappellent qu'il n'y a pas de petite vie. Je suis Océane Barberousse. Dans la vie, je suis praticienne en hypnose et doula. Embarquez avec moi. Prenez une pause et laissez-vous inspirer par ces parcours qui, loin d'être ordinaires, brillent de mille feux. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode qui m'a particulièrement marquée. C'est celui de Solena, une femme incroyable de beauté, de résilience et de combativité. Elle est née au Chili pendant un coup d'État et son père l'a emmenée en France avec sa mère pour sauver leur vie. Malgré un début de vie difficile, son enfance est douce et entourée d'amour. Mais de mauvaises rencontres viennent briser cette petite fille pourtant si solaire. Des années plus tard, elle deviendra maman une première fois, une magnifique petite fille. Et puis, la vie l'amènera à faire enfin la rencontre, avec l'homme qui partage sa vie aujourd'hui. Cet homme avec qui l'envie de faire famille jaillit très vite. Et c'est là qu'un nouveau combat l'attend, entre la maladie, les arrêts de grossesse et la PMA. Mais alors, comment on fait pour devenir maman quand on a 46 ans ? Bienvenue dans cette histoire où l'amour est plus fort que tout, où Solena m'a déposé avec tout son amour et toute sa douceur son parcours qui, j'espère, donnera de l'espoir à celles et ceux qui n'en ont plus. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pause Pépite. Bonjour Solena. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir raconter ton histoire à mon micro. Aujourd'hui, on est dans un autre environnement que d'habitude parce que tu me reçois chez toi en Touraine. Alors pour commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Solena, je vis à Tours depuis, 7 ans. En fait, je suis arrivée en France, toute petite, à l'âge de quelques mois et suite, en fait, à un coup d'État au Chili, mes parents, ont dû fuir, ce pays, pour sauver leur peau, en fait. Mmh. Donc c'était, déjà, un début de naissance un peu, chaotique, mais finalement, ça fait partie de mon chemin et c'est ça qui est chouette. Ouais. Merci beaucoup. Ton parcours, il est loin d'être banal pour un tas de raisons et effectivement, ton arrivée en France, alors que tu étais un tout petit bébé, est-ce que tu sais comment ça s'est passé pour tes parents? Oui, tout à fait. Moi, je suis née en plus 3 jours avant le coup d'État, donc c'était un peu, la folie dans la clinique. Ma maman, elle m'a eue par césarienne et c'est pas, je pense que c'est pas anodin parce qu'elle a eu tous mes frères et sœurs après. Je suis l'aînée d'une fratrie et mes frères et sœurs ma sœur, sont nés, par voie basse. Donc je pense que c'était un peu, l'urgence, ouais, l'urgence. Et en fait, voilà, mes parents, mon père a dû se cacher pendant 3 mois parce que mon père faisait à l'époque, comme beaucoup de jeunes, il explorait un peu la politique. Il était, et du coup, on l'a dénoncé. Un des voisins l'a dénoncé et en fait, c'est suite à ça où, on l'a prévenu et il a pu se cacher. Il a pu, en fait, du coup, sauver sa peau parce qu'un jour, il était, devant l'ambassade de France et il y avait pas de garde à ce moment-là et il s'est dit: «C'est le moment, je pars. J'ai une famille maintenant et elle est là donc je veux pas risquer ma vie». Il avait 26 ans Tu jeune, hein? et ma maman 23. Ouais, et une famille qui est restée Une famille qui est restée, ouais, mmh. ouais. Des grands-parents, qui sont restés, tout le monde, tous ses frères et sœurs, ouais. Ouais, et pourquoi la France? Parce qu'en fait, il avait demandé l'asile politique à la Norvège, imagine. J'aurais été dans le froid. Heu et en fait, ils étaient complets. Donc du coup, ils se baladaient un jour devant l'ambassade de France et ça a été l'occasion. OK. L'occasion s'est présentée comme ça, c'est le Ouais. destin. OK, et donc vous arrivez en France dans ce contexte, un petit peu Voilà. difficile, sans Bon. connaître personne du coup? Complètement. Mon père arrive en premier et en fait, il s'avère que, à ce moment-là, la communauté française s'est beaucoup mobilisée par rapport aux Chiliens. Et en fait, on a eu un accueil, incroyable, incroyable, il y avait, à Paris les célibataires chiliens et près d'Orléans, à Chamerolle, donc près d'un petit château qui s'appelle Chamerolle, là, étaient accueillies les familles. Donc je suis arrivée dans un château. Non mais Waouh! laisse tomber, hein. Mes parents me disaient qu'il y avait
beaucoup, beaucoup d'entraide, de solidarité, j'ai manqué de rien, en fait. Mmh. J'ai vraiment eu tous les vêtements qu'il fallait, j'étais au chaud. Bon, ils sont arrivés, il faisait froid et ils sont arrivés, il faisait très froid, mais voilà, ils ont été pris en charge, ils ont pris des cours de français, ça a été très vite pour eux. Mmh. Et ils ont pu trouver du Ils ont travail, trouvé du trouver un travail, ouais, logement. incroyable. Waouh! Ouais. Ça a l'air presque facile. Ouais, on était bon après dans une zone, tu vois, on était à Orléans-la-Source, qui est une zone un peu, voilà, où, avec des hébergements, des tours et cetera. Donc, nous, on habitait à la tour 13, je crois qu'on était au 10e étage de mémoire. Mais, voilà, j'ai des super souvenirs, pour moi, tout était OK, quoi. Ouais. Sauf que des fois à l'école, quand les enfants me disaient, «Tiens, je vais chez grand-père, je vais chez grand-mère», bah, ça, Je connais ça. je connaissais pas. Mmh. Ce sentiment-là, en fait, m'a manqué, d'aller chez papy, mamie, de créer du lien. Donc en fait, moi, je l'ai regardé qu'à travers, des Oui, albums parce qu'à photos. l'époque, il n'existait pas tous les moyens de communication comme On aujourd'hui. s'écrivait des lettres. Enfin, mes parents écrivaient des lettres. Ouais, donc vous aviez quand même gardé un contact avec la Ah famille là-bas? oui, complètement. D'ailleurs, mes grands-parents sont venus plusieurs fois en France. Mmh. Donc je les ai quand même rencontrés, mais c'est à 12 ans où j'ai rencontré toute ma famille, quand on y est retourné. Ouais. Et du coup, tu as grandi, dans cet autre pays finalement. Oui. Quelle petite fille tu étais? J'étais, entourée d'amour. Ouais. J'ai été baignée d'amour par mes parents, mais vraiment, voilà, je pense que c'est un peu normal, hein, quand on est déraciné et qu'on a des parents, qui sont sains, en vie, qui ont un toit, bah, Mmh. voilà, il y a tout qui se crée à travers l'amour et du coup, j'étais baignée dans ça, dans vraiment dans choyée, baignée, j'étais, mon père me disait: «J'étais la prunelle de ses yeux». Waouh, c'est beau. Et je me souviens, des dimanches, on allait au marché, aller acheter le poulet rôti, voilà. J'ai des très bons souvenirs, Mmh. voir la neige, il y avait la neige, on faisait Eh plein de oui. choses, les Noël. Mais on vivait bien, enfin voilà, on était heureux. Il y avait la fête, tous les samedis par contre à la maison. Ouais. Mes parents, ils adoraient faire la fête. OK. Donc grosse fiesta tout le temps. Ouais, il y avait toujours, cet Il y avait esprit, toujours, voilà, ils sortaient la guitare, donc des grands chanteurs, ils chantent encore. Ils adorent ça, mes parents. Et voilà, ils vraiment, j'étais baignée, dans la double culture finalement mmh, parce que avec des chants, d'Amérique du Sud, avec cette culture d'Amérique du Sud, avec ces premiers mai, je me souviens tous les premiers mai, on allait, manifester, on avait un petit le groupe chilien était à la fin, mais voilà, pour essayer de réunir quelques sous, des fonds pour le pays. Mais voilà, c'était vraiment, une vie, une enfance heureuse, mmh. très heureuse. Et je crois que il s'est passé quelque chose quand tu avais 6 ans, Ouais. que tu voudrais nous en parler. Oui, bah, en fait, à l'âge de 6 ans, j'étais, mes parents, ils ont acheté une maison. Donc, bah, elle était en construction et tout et on y allait souvent, puis, ben, un jour, on y habitait. Donc, j'avais 6 ans, c'était je pense qu'entre 6 et 7 ans, ça s'est produit et en fait, il y avait d'autres maisons qui se construisaient et en fait, on allait jouer sur les terrains, des voisins, Sur les chantiers? sur les chantiers. On allait jouer là et puis, ben, une fois, je me suis retrouvée toute seule et ouais, j'ai fait une mauvaise rencontre. J'ai rencontré, 3-4, garçons. Il y en avait qui avaient à peu près mon âge, mais un petit peu plus grands, je dirais jusqu'à peut-être 12 ans, entre 5 et 12 ans, voilà. Je me souviens qu'ils étaient un petit groupe et là, bah, il y en a un des 2, alors je sais pas si c'était le plus grand, mais je me souviens plus, qui dit à un autre, garçon, en plus que je connaissais bien, c'était un ami. Il lui dit, dis-lui ces mots, si elle veut faire, l'amour ou la guerre. Et moi, j'avais 6 ans et ça a été le début, voilà, de ma désillusion sur les hommes parce que, bah, j'ai choisi le mot amour Mmh. et la femme que je suis, maintenant, l'accepte et c'est pour ça que je me livre sur ton podcast aujourd'hui et que je parle plus souvent de ça avec mon cœur. Mais voilà, ça a été, le début d'un moment douloureux parce que, ben, j'ai choisi du coup l'amour et le garçon s'est mis sur moi et voilà, j'ai m'a baissé la culotte et voilà.
et je sais plus, j'ai un peu, des fois des trous noirs. Je sais pas si, il y a le garçon qui est venu aussi, mais enfin j'ai des trous noirs un peu, parce que c'est quand même loin. Oui. Mais, voilà, c'est pour, ça a été le début de quelque chose qui m'a un peu enfermée sur moi-même. Mmh. Donc, je pense que j'ai changé, suite à cet Tu pu événement. en parler? J'en ai pas parlé à j'en ai parlé à personne, en fait. Donc je l'ai gardé, tu vois, ça me remonte une émotion, je l'ai gardé pour moi et ça aurait été bien que j'en parle. Parce que du coup, je me suis un peu enfermée dans un silence. J'ai eu aussi de la culpabilité, et puis j'étais beaucoup dans la lune, beaucoup, je me souviens enfant, j'étais Mmh. très rêveuse et je pense que je m'imaginais un monde, j'avais besoin de rêver et cet épisode-là, maintenant, je le conscientise et je me dis qu'il fait partie de moi et je pouvais pas choisir un autre mot, je venais de la guerre, hein. Bah Je oui, pouvais pas bien choisir un sûr. autre mot que l'amour. Et tu connaissais quand même beaucoup l'amour autour de toi? Je connaissais que ça. Ouais. Comment tu t'es construite après cet événement? Je pense que j'ai vraiment occulté, hein. J'ai vraiment occulté, cet événement et heu et je me suis dit voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que, il y en a eu d'autres où j'ai vraiment senti, que le côté en fait, entre guillemets «proie», en fait, Mmh. qu'on est en fait quand on est petite fille. Ouais. Et en fait, j'ai eu un autre événement, mais j'ai eu de la chance cette fois-ci. Donc, et plusieurs fois dans ma vie, j'en ai eu d'autres encore à l'âge adulte. Encore il y a même 6 ans, j'ai fait une très mauvaise rencontre. Mais tu vois, je crois en la bonne étoile, en fait, parce qu'en fait, il m'est jamais pu rien arriver. Mmh. Mais tu as quand même senti que J'ai ça Je aurait pu? sens que voilà, ça aurait pu et que en fait, bah, c'était encore, lors d'une fête. Là, cette fois-ci, il y avait un grand, il avait peut-être plus il était même plus grand, il avait 16 ans et il m'a poussé sur le lit et je me souviens avoir senti, sa langue Mmh. dans ma bouche et j'étais toute petite, quoi et en fait, je devais avoir peut-être, ouais, 8 ans et en fait, j'ai pas compris, hein. J'ai pas compris et tout son poids sur mon corps et en fait, heureusement, il y a eu un bruit et il est parti. Mais voilà, j'ai eu, des événements comme ça, même adolescente, et à l'âge adulte, mais j'ai jamais, voilà, j'ai jamais eu, je sais qu'il y a des femmes qui vivent, l'incommensurable et vraiment je pense que en fait, mon lien avec les femmes aussi vient de là. Ouais. Et suite à ça, il y a pas eu de, il y a pas eu de discussion avec tes parents ou Non, pas du tout? Ou avec tes frères et sœurs non, autour de ça? Ouais, non, pas du tout, ouais. non, zéro, 0, la vie a continué, et voilà, j'ai grandi et Ça faisait partie de toi? ça faisait partie de moi, mon chemin. OK. Et si on avance un petit peu, du coup, ton chemin, il t'a ramené au Chili, tu le disais tout à l'heure. Oui, Est-ce que tu veux nous en parler de ce retour à tes racines? oui, c'est un moment, inoubliable, hein. Tu le vis encore, on Je le dirait? vis encore, parce que parce que j'entendais depuis toute petite ce pays, en fait. J'entendais depuis toute petite parler de ce pays et quand je suis arrivée, quand mes parents ont décidé alors ils avaient pris la nationalité française parce qu'il y avait encore le couvre-feu, donc ils voulaient être protégés. Quand on est Mmh. arrivé avec la nationalité française, quand on est tous partis, alors là, il y avait Pablo, mon frère, Christian et moi. Je crois qu'il y avait pas encore ma petite sœur. Non, bah, non, puisqu'elle est née, 1 an après. Donc on est partis au Chili et en fait, l'avion était rempli. L'avion était rempli. Je me souviens de ça. Je me souviens de la joie dans l'avion, vraiment, la joie. Bah, 12 ans après, mes parents, ils avaient, du coup une trentaine quoi, hein. Mmh. 35-36 ans, ouais. Et en fait, quand on est arrivé, c'était, l'avion a commencé à atterrir et tu sais, il y a, bah, dans chaque pays, il y a le drapeau, quoi. Mmh. Et je vois mes parents voir le drapeau et je vois qu'il s'effondre.
pleurent, quoi, mais ils pleurent et moi, je les regardais avec mes yeux et tout. Je me suis dit: «Mais oh, ça y est, ils rentrent enfin, Mmh. quoi». Ils rentrent chez eux au bout de 12 ans et quand l'avion a atterri, en fait, on est arrivé et tu sais, il y avait, une grande salle, puis il y avait une grande vitre, Mmh. et là, en fait, toute la famille de l'autre côté s'est approchée. Mes parents, ils étaient là et j'ai une image qui pourrait être une photo, tu vois? C'est marrant ça, ce que Mmh. je dis, mais Ouais. j'ai une image qui me reste. C'est que j'ai vu mes parents, tu vois, mettre leurs mains comme ça sur la vitre et de l'autre côté, il y avait la famille, il y avait, ma mes grands-mères qui faisaient la même chose Mmh. et en fait, il y avait encore cette vitre qui les séparait et moi, j'avais qu'une hâte, c'est de briser cette vitre. J'ai dit: «Mais il y a encore ça, en fait. Il y a encore ça, on» et ça a été, merveilleux. Alors je te raconte pas, j'ai eu des bisous de partout, je me De souviens pas. personnes que vous connaissez pas trop. Tout le monde m'embrassait, c'était de la folie. C'est je Vous étiez n'ai très attendus. On était attendus, mais c'était la folie. Ouais. Ça a été, je crois qu'on est resté un mois d'ailleurs. Ouais. Un mois de partage, un mois de bonheur. Après, il a fallu partir. Ça a été dur aussi, hein. De toute façon, les arrivées, les départs, c'est Ouais. beaucoup de chagrin. Mais, voilà, ça a été mon premier bouleversement, ouais. Ouais. Il a jamais été question de revenir y vivre? Si, mes parents, ils m'ont toujours dit: «Voilà, on est arrivés en France, on a eu l'opportunité de vivre en France, on va s'intégrer en France. Ouais. On va apprendre le français, on va s'élever». Mon père, il était économiste au Chili, il a trouvé du boulot à l'INSEE, donc voilà, c'était parfait. Ma mère, elle était institutrice, au Chili et elle a repris ses études, à 38 ans, pour être psychologue. Bon, avant, elle avait fait éducatrice spécialisée et tout ça pour te dire que, voilà, mes parents, ils ont toujours eu, moi, j'ai toujours, été très, admirative de leur parcours parce que ils ont au début, leurs valises, elles étaient là. Mmh. Elles étaient prêtes à repartir et Ouais. puis petit à petit, en fait, avec le temps, les autres enfants sont Ouais. nés, Pablo, Christian, Elodie et au bout d'un moment, en fait, en fait, ils ont acheté une maison Ils sont et établis. ils se sont établis et ils ont eu l'opportunité de rentrer. Il y a eu beaucoup de Chiliens qui sont rentrés, beaucoup, beaucoup. Mais eux, ils se sont dit, «On a tout ici maintenant, quoi. Ça y est». Donc mais ça c'est ouais, ils ont eu cette réflexion complètement. Oui, bah, j'imagine quand tu pars comme ça et que tu es déraciné, tu peux avoir j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reconnaissance dans leur discours à travers ce que tu me dis. Énormément. Ouais. Dans leur parcours, ils ont eu que des des mains tendues, en fait. Mmh. Ils ont eu, je me souviens, Jean-Pierre Delport, Françoise, ça a été comme leurs 2e parents finalement qui nous ont aidés, quand on était petits. Voilà, ils ont eu vraiment, plein de monde autour et ils ont été, voilà, entourés, ils ont créé leur 2e famille. Ouais, ils ont été accueillis, j'ai Ils ont l'impression. été accueillis. Ça a été très fort, ouais. Et ils ont été accueillis, mais finalement, vous allez partir en Afrique? Ouais, ouais. Mon père, s'ennuyait un peu dans son poste, à l'INSEE et un jour, il donnait des cours d'économie à l'université, d'Orléans et un jour, je pense qu'il a dû voir une annonce. Je sais même pas comment ça s'est passé, mais il arrive le soir, il dit: «Ben, on part». Comme ça? On part, OK. je me demande si c'était même quelques mois, hein. OK. Genre, on a fini la scolarité, puis, on a eu l'été pour partir et je suis rentrée en septembre là-bas, quoi. OK. Ah ouais, ça a été hyper Ouais, rapide. ça a été hyper rapide. Je me souviens pas d'avoir attendu. Alors par contre, je me souviens de la mauvaise nouvelle. J'avais un petit chéri à l'époque Mmh. et ça a été, un peu le moment un peu compliqué parce que quand on est adolescent, bah, voilà, mais bon, j'étais trop jeune pour rester. Donc j'avais, je dois avoir 15 ans, 16 ans et non, je suis partie avec eux, mais au final, tu vois, je regrette rien du tout parce que ça a été la plus belle, expérience de connaître ce continent africain. Vous êtes restés combien de temps? Moi, j'y suis restée 2 ans, eux 4 ans. Je suis revenue parce que, il y avait plus d'études, je pouvais plus continuer là-bas, et du coup, j'ai continué en France. Donc j'étais à l'internat Ouais. et j'étais à l'internat,
heu et c'était super chouette, parce que j'ai commencé un petit peu à vivre, ma petite vie, quoi. Mmh. J'avais pas mes parents, bah, par contre, des fois, il fallait que je me débrouille pour trouver, quelqu'un pour me loger le week-end parce Oui. que le week-end, c'était fermé et voilà, c'était des bons moments. Mais du coup, tes frères et sœurs étaient restés là-bas? Voilà. Toi, tu es revenue toute seule? Tu retrouvé des amis d'ici ou? Ouais, j'ai retrouvé des amis, j'avais aussi mon oncle j'avais 2 oncles. Ouais, parce que mes parents, en fait, ils sont arrivés en 1 et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, j'ai un oncle qui voulait, être dans la police, enfin quelque chose d'assez pointu et ils ont su que mon père, était rentré en France Mmh. suite aux problèmes politiques et du coup, ils lui ont refusé Mmh. donc d'accéder à ce poste et du Ah oui, coup, d'accord. Il est parti aussi. il est parti aussi. Il s'est dit: «Bah, voilà». Mmh. Et après j'ai un autre oncle qui est arrivé. Donc en fait, j'ai du côté de ma maman, j'ai 3 oncles qui sont arrivés et du côté de mon papa, j'ai 2 oncles qui sont arrivés. OK, ah oui, donc il y a eu quand même. C'est, les filles. Les filles sont restées près des grands-parents. OK. C'est marrant. Mmh. Oh là là, Ouais. voilà. OK, mais du coup, il y avait quand même vous n'étiez pas seuls finalement? Finalement après, ouais, petit à petit, on s'est pas retrouvés tout seuls la famille s'agrandit, ouais. Mmh. Et j'avance un petit peu. Oui, Tu deviens maman assez jeune, je crois. oui, Est-ce que tu veux nous en parler? oui, bien sûr. Bah, écoute, au départ, je voulais être prof d'espagnol et puis, un jour, mon prof, de BTS mon prof d'éco me dit, «Tiens, je vais être prof dans cette série-là, BTS, et je te vois bien faire ça» et du coup, je suis rentrée, dans ce milieu-là et j'ai fait mes études de BTS et j'avais un stage à faire et j'ai fait mon stage à la Banque Populaire Mmh. et c'est là où j'ai rencontré, le papa de ma fille, mon ex-mari. Et je le trouvais super sympa et je sais pas, je me suis projetée avec lui. Vraiment, tout se passait super bien, vraiment entre nous. Il m'a demandé en mariage, voilà. On a fait un très beau mariage, toute la famille était là, il y avait même mes grands-mères qui étaient là. Ouais quelques mois après, je suis tombée enceinte. Donc j'ai pas eu trop de mal, j'ai quand même mis 6 7 mois donc à l'époque, c'était, bon, c'était la moyenne mais fallait pas plus, hein. Et du coup, je tombe enceinte de ma fille assez jeune, ouais. Ouais, j'avais 25 ans du coup, je passe une très belle grossesse, tout se passe bien et le jour de l'accouchement, je sens les os qui voilà, il faut y aller. Donc mon ex-mari à l'époque, il jouait beaucoup, en avec des jeux en ligne, il dit à ses copains: «Bon, bah, salut, ma femme accouche, Je vous laisse. je vous laisse». On part à la maternité et là, à côté de moi, à côté de la chambre, que j'avais, il y avait une femme qui accouchait par voie basse, mais sans rien, sans Mmh. péridurale, sans rien et elle a commencé à hurler, mais à hurler, et j'ai eu peur. Je me souviens d'avoir été tétanisée. Mmh. Donc j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé, à sentir des choses dans mon corps et je pense que la petite a senti Mmh. aussi. Parce que tout d'un coup, ils s'affolent, ils viennent autour de moi et ils me disent: «La petite ça va pas, elle fait de la tachycardie, donc on vous propose de passer en césarienne». J'étais dilatée à 7. Tu J'avais fait le plus gros du boulot. Sans péridurale? J'avais quand même une péridurale et mais bon, j'avais eu, vraiment tout j'avais des contractions par les reins, j'avais tout senti donc je crois que ouais et en fait, me voilà, sur la table d'opération avec une césarienne et je me suis dit: «Tiens, j'ai fait comme ma mère». Oui, c'est vrai. Ouais, Tu as eu cette idée-là tout de suite? j'ai eu cette idée-là quelque temps après. Ma mère m'a eu en césarienne et moi j'ai eu ma fille, en césarienne. Mais voilà, c'était, le plus beau des bébés forcément. Évidemment. Évidemment, elle était magnifique, je te raconte pas.
Donc bah, écoute, elle était en bonne santé, et puis, bah, voilà, je me suis reconstruite, même si ça a été très, très douloureux parce qu'à l'époque, c'était pas comme les césariennes de maintenant, hein. Bien sûr. C'était beaucoup plus invasif. C'était beaucoup plus invasif, ouais. Mais voilà, mon corps s'en est remis et j'ai quand même allaité, donc je suis contente et voilà, maintenant elle a 25 ans. Cette grande fille. C'est une belle et grande fille qui réussit, aussi dans sa vie, dans sa vie perso et pro, donc je suis, enchantée, Maman fière. maman fière. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans ton couple? Il y a des après cette maternité finalement? Après cette maternité, je pense que, bah, en fait, c'était pas comme maintenant, on n'avait pas le soutien. Ce qui s'est passé, c'est que notre couple a voilà, battait de l'aile. Elle avait 4 ans, elle avait 3 ans et demi quand j'ai commencé à y réfléchir, à penser à me séparer, du papa de ma fille et puis finalement il m'a demandé de refaire quelque chose avec lui, enfin de recommencer, mais au bout d'un an, ça marchait toujours pas. Et voilà, on s'est éloignés, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une rencontre au début, amicale. C'était un homme et bah, à l'époque, on s'envoyait des mails et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée amoureuse de son écriture, en fait, de ce qu'il était à travers ses lignes. En fait, je suis tombée amoureuse, j'ai fantasmé, complètement. Mais un jour, on a vraiment voulu se voir en vrai et en fait, gros coup de foudre, quoi. Gros coup de foudre, je crois que, bah, de toute façon, quand une femme, tombe amoureuse comme ça, c'est que elle a plus les sentiments du tout, voilà, le père de ma fille. J'avais plus du tout aucun sentiment et je savais pas comment faire, donc il l'a appris, ça a été très, très violent. Notre séparation a été très, très violente. Mais voilà, j'ai quand même, j'avais la trentaine, donc j'ai quand même voulu, vivre cet amour malgré la violence aussi, de cette séparation. Parce qu'à l'époque aussi, bah, les femmes commençaient à se séparer, mais c'était pas non Pas plus très bien vu. c'était pas très bien vu, quoi et il m'avait fait, voilà, quelques petites, remontrances, on va dire, mais ce qui est normal. Et beh, moi, j'avais peur de perdre ma fille surtout mais on a réussi à faire une garde alternée quand même et voilà, ça fait partie aussi de mon histoire et l'histoire de ma fille finalement. Et du coup, tu décides de vivre cette histoire d'amour, elle continue? Elle continue quelques années, mais c'était quelqu'un, qui ne voulait vraiment pas construire. Donc en fait, moi, je m'accrochais à une illusion, en fait. Je m'accrochais à voilà, je me disais: «Avec le temps, il va changer, avec le temps, il Vous va». viviez pas ensemble? Pas au début, mais après finalement, on a acheté une maison ensemble, mais il était jamais là parce qu'avec, la profession qu'il faisait, il était jamais là. En fait, il avait une profession un peu secrète et je ne savais pas ses activités, mais voilà, je sais qu'il travaillait pour le gouvernement, mais voilà, c'était top secret. Je ne savais pas où il allait. Je ne savais pas, je savais quand il partait, quand il revenait, mais c'est tout. Oui, oui, ce qui se passait entre les 2, tu ne pouvais pas Je être au sais qu'il courant. partait il parlait plusieurs langues, donc il voyageait beaucoup par rapport à son travail, mais sinon j'étais au courant de rien. Il y a un psychiatre après parce que je suis allée voir un psychiatre après notre rupture, parce qu'on s'est séparés finalement. Parce qu'en fait, j'ai commencé à prendre du poids et puis j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très sportif, très tourné vers son physique et voilà, ça avait énormément d'importance et un jour il m'a dit: «Bah, je te désire plus» et je lui ai dit: «Bah, quitte-moi alors» et il l'a fait quelques mois après et Tu pensais qu'il allait faire? je pensais pas qu'il allait le faire et il l'a fait. Mais tu vois, je suis allée voir un psychiatre, un psy ou un je sais plus qui m'a dit: «Mais
Finalement, c'était lui le problème, c'est pas vous, et heu et ça m'a rassurée. Oui, 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 non, bah, c'est certain, surtout avec le recul d'analyser qu'il était très le physique avait beaucoup Très d'importance. tourné sur lui, il passait beaucoup de temps dans la salle de bain, oh là là, plus que moi et voilà, très dans l'apparence, beaucoup. Mais bon, Mais c'est quelque chose qui t'a fait beaucoup de c'est mal? quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal parce que, bah, du coup, je me suis dit: «Mais en fait, un homme, il voilà, il s'attarde que sur ça et pas sur la profondeur de l'être» et en fait, ça ouais, j'ai 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 réagi à ma manière parce que j'ai fait une rencontre d'un homme qui était photographe et qui m'a proposé de poser pour lui et en fait, je suis rentrée dans le milieu de la photo comme ça, en fait, dans le domaine de la photo en posant, en étant, voilà, regardée par ces hommes-là qui avaient besoin de créer, de raconter des histoires et heu et en fait, ça m'a nourrie. Je me suis dit: «Beh, ouais, ça y est, c'est bon, ça m'a fait du bien». Mais en fait, quelque temps après, j'ai voulu créer moi-même mes photos, en fait. Alors du coup, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui t'a aidé à te reconstruire justement, ce regard différent en fait d'un homme sur toi avec les images, ça t'a aidé à te reconstruire? Ça m'a aidée à me reconstruire, à m'accepter avec les petits kilos que j'avais en trop à l'époque, à me voir, vraiment belle, à me dire: «Mais, vraiment, profite, tu es jeune, tu as la trentaine, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut, savourer la vie, c'est maintenant» et et c'est vrai que quand je vois les photos, je dis: «Waouh, tu as eu raison de le croire» parce que vraiment je ouais, comment on a pu me faire autant de mal, alors que j'avais tout là, quoi. Bien sûr. Mmh. C'est Tout était là, j'avais une plastique peut-être différente, un peu ronde, mais finalement pulpeux et finalement très harmonieux. J'étais harmonieuse, hein. J'avais tout. J'avais des jolis hanches, des jolis seins, qu'est-ce que tu veux? bah, qu'est-ce Qu'on veut de que ça plus? t'a aidé à reprendre confiance en toi en tout cas? Mais complètement et j'ai eu envie à mon tour, c'est une copine qui m'a dit un jour: «Prends mon appareil photo, fais-moi un portrait» et en fait, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai entendu le clic. Ce clic de il est ouais, il est profondément ancré en moi et je me suis dit: «Mais là, c'est moi à moi maintenant de raconter, mes histoires et c'est à moi de regarder les autres. C'est à moi de voir la beauté qu'il y a en chaque femme». Et alors, ça s'est passé comment en termes de timing? Parce que tu étais toujours dans la banque à cette époque-là? Ouais, je travaillais toujours dans la banque du coup et en fait, je faisais ça le week-end parce que, bah, j'ai rencontré, mon chéri avec qui je suis encore actuellement, avec qui, voilà, j'ai un petit garçon aussi et bah, mon chéri, il travaillait souvent le week-end et en fait, je faisais mes séances photo le week-end, mais je faisais des trucs de dingue. Je me souviens, je postais sur Facebook parce que c'était à Facebook à l'époque et je disais voilà, samedi, séance photo sur ce thème, cherche une maquilleuse. J'avais je sais pas combien de maquilleuses qui arrivaient, je sais pas combien de demandes, qui affluaient, parce qu'en fait, j'étais une femme et je pense qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de photographes femmes. Mmh. Du coup, ça a inspiré vraiment beaucoup plus la confiance. Ça a inspiré, vraiment, une autre connexion mais j'en avais pas encore conscience à Mmh. cette époque-là. Mais je m'amusais, en fait, je faisais des trucs comme quand j'étais petite où, en fait, bah, tu joues des rôles, quand tu joues à la maîtresse ou quand tu joues des en fait, je m'inventais, plein d'histoires mais en photo, en fait. Mmh, tu créais ton monde. Je créais mon monde avec, ça. Ouais. Et donc du coup, tu disais que tu rencontres, dans ces moments-là ton amoureux. Ouais, du coup, je rencontre, bah, Alain et bah, qui adore ce que je fais et il pose aussi pour moi d'ailleurs. J'ai des photos de lui quand on s'est rencontrés et et en fait, bah, on match carrément. On rapidement, on a envie de créer notre famille, en fait. Mmh. On a une connexion, forte, qui se fait, l'amour en fait, c'était pas un coup de foudre, mais c'était là, en fait et c'était une évidence qu'on allait faire un bout de chemin ensemble, en fait. Tu parlais de rencontre d'âme. Mais je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est une rencontre d'âme,
pourtant plus jeune que moi. Je ne pensais pas du tout rencontrer un homme plus jeune que moi parce qu'à chaque fois, j'étais attirée par les plus vieux, tu vois? Donc là, il était plus jeune, mais je sais pas, il y avait une évidence qu'on était faits, l'un pour l'autre, ouais. Mmh. Et donc ce projet de construire votre famille arrive assez vite? Ouais, au bout d'1 an et demi, quelque chose comme ça. Et et puis, bah, 1re fausse couche. 1re fausse couche, ouais, je devais avoir, 37 ans. Et bah, ça a été dur, hein. Je me dis: «Beh, en plus, 37 ans», mais je rencontre à chaque fois des gynécologues qui me disent, «Mais partez en vacances madame, ça ira mieux», J'ai aucun soutien, ils vont pas plus loin, en fait. Les gynécologues, que j'ai rencontrés, ne vont pas plus Mais loin. ils vont pas contre non plus? Ils vont pas contre. Ils me disent: «Vous avez déjà été maman, ça veut dire que ça fonctionne». Mais j'ai pas plus d'examens que ça, de On creuse pas? on creuse pas, on creuse pas. Et les années, commencent à passer. 38, je crois 39, 2e fausse couche. Et et là, on commence à passer la quarantaine, 41. Là, c'est chaud, hein. Mmh. Et là, on me détecte, un papillomavirus de haut grade. Donc ces papillomavirus de haut grade, c'est, des lésions cancéreuses. Donc je me souviendrai, le coup de massue que j'ai reçu où je me dis: «Mais là, prends-toi en main, prends ta santé en main». Je me souviens d'avoir, pris mes baskets et d'avoir fait le tour d'un lac qui était proche de la maison et d'avoir couru en pleurant. Tellement, j'avais envie de vivre. Mmh. J'avais envie de m'accrocher à la vie et de continuer à croire en mes rêves, en Mmh. fait. J'avais eu besoin de courir, de ressentir, l'ivresse, l'ivresse du vent, l'ivresse, de ces baskets qui, voilà, qui m'emportent, qui me disent, «Je suis en vie», quoi. Mmh. Donc là, je me fais accompagner, par un gynécologue, une femme gynécologue qui me dit: «Madame, il va falloir enlever l'utérus». Et dans ma tête, ça fait non. Je vais voir un autre, elle me propose d'aller voir un confrère à elle, il me dit la même chose. Ma mère était avec moi, je me souviens. Et là, ma maman me dit: «Écoute, je suis pas d'accord. On peut pas t'enlever un utérus, à 42 ans. On va continuer». Et là, je vais, sur internet, je fais des fouilles. Bon, il y avait pas, Oui. ChatGPT, mais je fais des fouilles, et je trouve un gynécologue qui est spécialisé dans les lésions, en fait, dans les Parce qu'on te dit qu'on ne peut pas faire autrement que d'enlever voilà. l'utérus? On me dit qu'on peut pas faire autrement et je vais voir ce gynécologue et je décide de rien lui dire. OK. Pour qu'il se fasse son propre avis. Voilà. Et là, il me dit, je lui dis que j'ai un désir d'enfant et il me dit: «Pas de souci, on va faire ce qu'il faut». Et là, en fait, je la regarde avec mes yeux, «Mais on n'enlève pas l'utérus?» «Mais non madame! Comment ça, on va pas enlever l'utérus, non?» Donc je me fais pour la 3e fois coniser. Donc il faut savoir que le col de l'utérus, c'est quand même important pour qu'un enfant puisse, aussi naître et se développer. Donc en fait, il me conise, juste ce qu'il faut. 6 mois après, je tombe enceinte. Voilà, mon histoire. Je fais: «Non». Malheureusement, on était sur le point de l'annoncer à notre famille et et puis, beh, ça ne ça ne fonctionne pas. La 2e écho, son cœur ne battait plus, il y avait 8 semaines. Il avait 8 semaines. Donc là, tout s'effondre autour de moi. Je perds pied. Mmh. Je me souviens, que j'ai même demandé,
juste avant le curetage, qu'on vérifie s'il était pas encore en vie et on me fait quand même cet examen. Je n'arrive pas à y croire. Je dis: «C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible» et en fait, bah si, c'est possible. Donc là, tout s'écroule. On va voir une gynécologue, incroyable qui s'occupe de l'infertilité. Tout ça, c'est notre chemin, en fait. C'est moi et mon conjoint qui l'avons décidé. On nous l'a pas proposé et en fait, je vais voir cette femme qui, au bout d'1 heure, me dit: «Mais madame, ça y est, vous avez 42 ans, bientôt 43, c'est plus possible, avec vos propres ovocytes, d'avoir un enfant» et il faut savoir que moi, j'ai toujours été pour l'adoption, j'ai toujours été pour, voilà. Il y a d'autres solutions que de faire un enfant de manière naturelle et j'en parle à mon conjoint et là, elle nous propose, elle nous dit que il existe, en Espagne, des cliniques privées où on peut, en fait, avoir un don d'ovocytes. Parce qu'en France, c'est plus compliqué. J'étais en limite, vraiment limite d'âge en plus. Très, très compliqué et là, j'appelle. J'ai un rendez-vous 2 mois après et là, en fait, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, on part, à Barcelone, on profite de visiter. C'est génial. Barcelone, le soleil. On le prend comme une opportunité, on y va une fois, donc on y va une fois, on y va 2 fois. En 2018, je fais une pause parce que c'est difficile, parce que même si c'est un parcours PMA à l'étranger qui est un peu plus soft, on va dire, dans le sens où on est quand même hyper bien accompagné. Bah, c'est quand même difficile de faire, tous les traitements. Bien sûr, c'est très lourd C'est pour le très corps lourd pour le corps, et j'imagine financièrement aussi. financièrement et tout. Mais je me souviens qu'on avait fait même un crédit, mais on a eu de la chance dans notre vie, voilà, j'ai toujours pu le rembourser. Il y a eu des fois des aides de la famille aussi et bref, on arrive et en 2019, donc je commence à avoir, dépassé les 45. Moi, je m'étais mis une date limite, 45, j'arrête, on arrête, on voyage, on fait plus rien, c'est bon, on parcourt, le monde et on n'est plus parents et mon chéri, il est pas papa Et c'était OK pour lui? et c'était OK pour lui, sauf que, ben, moi, C'était pas OK pour toi? c'était pas OK pour moi. Je le ressentais, je le rêvais, tu vois, maintenant, je sais ce que veut dire le mot manifester, mais je le manifestais. Je le manifestais, je l'appelais, en fait, je l'appelais et il faut savoir qu'en 2019, on y est allé une fois au mois de mai et ça a pas encore marché et après j'ai dit: «Stop, je me mets en arrêt maladie». J'avais besoin de faire une pause. Tu es encore dans la banque là, toujours? Je suis encore dans la banque et en fait, ce qui se passe, c'est que il nous restait un un embryon de mauvaise qualité et là, on se dit avec mon chéri, on se dit: «On n'y retourne pas, on le donne à d'autres parents», voilà, parce qu'on avait soit la possibilité de le donner, soit ils le détruisaient et moi, je me suis dit: «Bon, voilà, autant l'offrir» et en fait, on se gourre dans les papiers. Ils nous appellent, ils nous disent: vous avez encore votre embryon qui est là». On fait quoi? Et là, on en parle, Alain, il me dit: «Bah, c'est une opportunité». Au bout de combien de temps ils vous disent ça? Ou vous, vous pensez que cet embryon, n'est plus à vous? Au bout de quelques mois. Ah oui, mais quand même, il y a des mois qui se passent, c'est pas 2 jours après. OK. Ah non, c'est pas 2 jours après. Vous avez eu le temps d'intégrer que Et ouais, pour nous, on commençait à faire le deuil, en fait et là, incroyable, ils nous appellent, ils nous disent cette nouvelle-là, on se dit: «C'est OK». On y va et moi, je me fais accompagner par une super gynécologue qui est maintenant à la retraite et super gynécologue qui me fait tous les examens parce que quand tu passes les 45 ans, 46 ans, c'est compliqué. Parce que j'ai aussi des portes qui se sont fermées, des gens qui ont pas cru en mon projet. J'en ai eu plein. j'imagine. Mais ça a été ma force et en fait, cette gynécologue qui a cru en mon projet, qui m'a dit j'ai compris après pourquoi, parce qu'elle avait aussi eu des problèmes et qu'elle avait adopté
et qu'en fait, elle était aussi en résonance par rapport à moi. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir, je me suis fait accompagner par tout ce qui pouvait être possible par les médecines douces, hypnothérapeute, magnétiseur, j'ai fait du shiatsu. Voilà. Je me suis dit: «Tant qu'à faire, mettons toutes les chances de mon côté». Je me suis fait aussi accompagner au niveau, naturopathie. En fait, j'ai travaillé, en fait, mon corps, mon âme et mon esprit, mon tout. Tu pris soin de J'ai toi. pris soin de moi et ah, ça a été un super cadeau parce que j'en ai des frissons parce que je me suis dit: «C'est un parcours qui est difficile, mais en fait, tout vient de soi, en fait». Si nous, on n'a pas, en fait, les ressources, si nous, on ne croit pas en nous, ben, on peut pas croire en ce qui nous arrive, en ce qui nous arrive. Et en fait, c'est incroyable parce que j'avais l'impression que l'autoroute, elle était là, en fait. Tout s'est aligné. Toutes les planètes se sont alignées. Tout, tout, tout. Tout était en ma faveur. J'ai demandé même à la clinique de changer le protocole. C'est pas eux qui m'ont proposé, c'était moi, j'étais actrice de A à Z de mon parcours. C'est pas eux qui m'ont proposé, c'est moi qui leur ai dit. Je leur ai dit: «Je veux changer. J'ai encore mes règles de manière régulière, malgré l'endométriose et tout ça. Souhaite en fait, qu'on respecte la nature». Je suis persuadée que les femmes, on a tout en nous, mais et il faut qu'on se fasse respecter. Et en fait, j'ai demandé un protocole comment ça s'appelle? On appelle ça, on m'a implanté l'embryon, mais avec sur un cycle naturel. Voilà. Et ça a marché, Incroyable. ça a marché. Comme si tu reprenais le pouvoir. J'ai repris mon corps, mon pouvoir. J'ai tout repris en main et en fait, ça a marché. Je suis retournée au boulot, 15 jours après, bah, je fais un test et j'étais enceinte, quoi. Et cette grossesse ira au bout. Et cette grossesse ira au bout. Comment elle s'est passée alors, cette Elle a grossesse? été merveilleuse. Ouais. Tu pas eu de soucis en particulier? Rien, zéro, zéro. J'étais enceinte, en même temps que ma belle-sœur qui, elle, la pauvre, avait du diabète, tout ça. Parce que ça a été énorme aussi, je suis tombée enceinte et 1 mois après, ma belle-sœur m'annonce qu'elle est enceinte. Donc nos enfants ont le même âge et j'ai trouvé ça formidable d'être accompagnée aussi par ma famille, voilà. Ça a été Ta famille était soutenante? une joie incroyable. Alain est devenu père pour la première fois et voilà, tout s'est passé, divinement bien, en fait. Une grossesse fabuleuse. J'ai, heu, j'ai accouché par voie basse. Voilà. J'ai eu une équipe médicale incroyable. J'ai pu allaiter. Bon, j'ai arrêté pas longtemps après parce que j'ai 1 mois ou 2 j'ai allaité, mais j'avais pas beaucoup, j'avais plus beaucoup de lait, mais voilà. J'ai fait ce que j'ai pu et mon corps, je le remercie profondément. Mmh. Et ton fils est là? Mon fils est là et il va avoir 5 ans au mois d'août. Incroyable. C'est c'est une super histoire. Et Je voulais pas te faire pleurer. je savais que ça allait être un petit peu compliqué pour toi. Hem, donc ouais, cette dernière chance finalement et tu deviens maman à quel âge? Je deviens maman à quel âge? Ouais. La deuxième fois? Ouais. 46 ans. Incroyable. Et tes enfants ont combien d'écart? Mes enfants ont 20 ans d'écart. Et c'est comment d'avoir des enfants qui ont 20 ans C'est d'écart? incroyable. Jamais je Mais dans mon histoire, ma grand-mère maternelle a eu mon oncle à 43 ans et tu vois, c'est ma guide, elle a toujours été là et je pense que, voilà, je suis bien entourée. Ouais, mais c'est important de le dire, le soutien des proches, le soutien de la famille. Alors, de ce que je crois comprendre, c'est peut-être pas tout à fait le cas du côté corps médical, mais Non. mais ta famille, par contre, tes proches étaient derrière toi dans ce projet, enfin, dans Ouais. votre projet à tous les 2. Le corps médical ne m'a pas soutenue, après j'ai fait un pardon aussi par rapport à ça, hein. Mmh. J'ai pardonné beaucoup de gens finalement.
dans mon parcours de vie. Et c'est pour ça que je suis devant toi maintenant et que je t'en parle. Ouais, mais justement, j'allais te le dire, est-ce que c'est pas ces pardons-là, ce parcours qui te fait être là et aussi, aligné finalement avec qui tu es? Si, si, Ouais, plus rien peut m'arriver. voilà, c'est ça, c'est que tu as traversé tellement de J'ai choses. traversé, j'ai conscience de ma force. J'ai conscience que j en fait, quand je veux quelque chose, je lâche rien et quand je veux, voilà, quelque chose avec mon cœur, parce que c'est le cœur qui guide tout, bah, tout est possible, en fait. Je me rends compte que tout est possible, même à 46 ans et je fais encore de belles rencontres de femmes, qui me disent: «Mais tu me donnes espoir, en fait». Mais bien sûr. Et c'est ça et je par rapport à ce témoignage, je veux vraiment donner espoir à ces femmes-là, qu'elles se disent, c'est pas parce qu'elles ont pas rencontré la bonne personne ou parce que ça y est, elles ont dépassé 40 ans ou même 45. Bon, après, c'est vrai que ça devient plus compliqué, parce qu'après, il y a l'écart d'âge qui se fait, après avec ton enfant et je pense que c'est important aussi. Mais je pense que ouais, on peut y arriver, quoi. C'est fou et ce petit garçon, du coup, il est venu réveiller autre chose. Oui! Il est venu réveiller autre Il est chose. venu réveiller, heu, bah, mon envie, de croire aussi que je peux réaliser, de belles choses, à travers la photo. La photographie était, pour moi, j'avais une place d'amateur, je me disais pas photographe et en fait, j'ose maintenant dire: «Je suis photographe» depuis, quelques années là, depuis quelques voilà. Parce qu'en fait, il est venu, me moi et mon compagnon, parce qu'on est tous les 2 entrepreneurs en plus, il est venu réveiller ça, cette part de croire en nos rêves en fait, en croire en nos projets et voilà et maintenant c'est du kiff parce que je profite aussi de lui, chose que j'avais pas fait avec ma fille, tu vois? Où en fait ma fille, le soir, elle était souvent chez la nounou, après la garderie et cetera. Enfin, c'était compliqué. Là maintenant, c'est moi qui vais le chercher à l'école, c'est moi qui le dépose. C'est une autre vie, c'est une autre étape. Enfin, je profite de lui, mais aussi, je suis en train de construire ma vie pro et je kiffe quoi, je kiffe. C'est que vraiment, ouf, tout ce qui m'arrive. Ouais et puis surtout que tu as choisi, tu choisi la photographie, mais pas n'importe quel, angle, on va dire, de la photographie. C'est Ouais. plutôt autour des femmes entrepreneurs. Bah, voilà. Je pouvais pas, mon chemin de vie m'a emmenée, à faire des belles rencontres de femmes, à j'ai rencontré des femmes, aussi atteintes de maladies, hein. Ça peut être, heu, ça peut être des maladies, psychologiques, mais ça peut être des maladies ça peut être la santé, ça peut être, le cancer, ça peut être, voilà. Sclérose en plaques, j'ai photographié une femme qui avait la sclérose en plaques. Enfin bref, c'est en fait j'ai l'impression que la photo aussi peut être une forme de passage, en fait, pour les femmes et en fait, je me suis connectée avec aussi cette magie que m'avait apporté ma grand-mère en me disant: «Connecte-toi à la lune» et je comprenais pas pourquoi et en fait, la lune, en fait nous apporte tellement aux femmes parce qu'en fait, c'est une énergie aussi, féminine. Le soleil est une énergie, masculine et en fait, les énergies, de lune nous apportent et je sais pas, j'ai connecté avec, cette part, de moi que j'avais un peu enfouie, heu, d'Amérique du Sud, de et en fait, je me suis rendu compte que ma grand-mère, était issue du peuple mapuche, du peuple mapuche. Les Mapuches sont encore très, 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 implantés au Chili et en Argentine et c'est les ça le mapuche, ça veut dire peuple de la terre et en fait, ma grand-mère, s'appelait, Lonkumi, ce qui veut dire tête d'or. Et du coup, j'ai créé Liwen. Liwen en mapudungun, c'est la langue, mapuche, veut dire lumière. Parce que je pense que chacune de nous a une lumière et moi je viens de la réveiller en fait, à travers la photo. Et les entrepreneurs parce que, je suis moi-même entrepreneur, que je sais que c'est difficile de se montrer et souvent les entrepreneurs n'osent pas se montrer et chose que moi j'ai envie vraiment qu'elles osent se montrer. Donc je les accompagne aussi à faire des photos vraiment, dans un espace qui est la nature, parce que la nature nous offre tout. La nature, c'est comme, en fait, la toile d'un peintre
et moi, je viens composer, en fait, dans cette nature parce que c'est magique, la nature. Elle nous offre un espace aussi incroyable pour que la femme puisse se déposer, la femme puisse vibrer, ressentir et moi, je viens juste poser mon regard dans cet espace-là. C'est beau. Et tu le fais aussi, autour de retraites? Oui, depuis l'année dernière, j'ai eu la chance de partir aussi, en Égypte. Là, je reviens de Bordeaux et j'en ai d'autres qui se profilent là, en septembre et octobre. Ouais, c'est aussi, des espaces de transformation qui sont intenses et c'est là, où j'ai osé pour la première fois raconter, aussi mon histoire parce que moi je photographie, mais je m'intègre en fait à cet espace-là de sororité et en fait, c'est là où j'ai osé aussi, livrer qui j'étais et heu ça a été, bouleversant. Mmh. Je me souviens, beaucoup de femmes avaient pleuré. Et dans tout ça, il y a ton amoureux aussi. Est-ce que, tu aurais envie de lui dire quelque chose? Ouais. C'est, c'est quelqu'un, j'ai toujours vu dans son regard, l'amour et que je continue encore à le voir. Même si c'est pas évident la vie quand on est parent de jeunes enfants. Mmh. Donc je ne peux pas voilà, il y a toujours des hauts et des bas dans un couple et ça tout le monde le sait. Mais mais en fait, il y a de l'amour entre nous et je pense que, ouais, je lui ai fait le plus beau des cadeaux et il me le rend super bien. Il me le rend terriblement bien et c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est attentionné et voilà, je suis comblée donc j'espère on vient de fêter nos 16 ans ensemble donc on espère la suite. Bravo. Merci. Quel impact t'aimerais avoir sur les autres? Ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise merci, merci de m'avoir ouvert les yeux et que je suis belle et que je suis, voilà, je suis belle de l'intérieur, donc je le resplendis de l'extérieur et que voilà, j'aimerais qu'elle se voie comme moi je les vois, en fait, avec mon regard, avec cette profondeur et qu'elle se lâche la grappe, qu'elle vive, qu'elles osent, qu'enfin elles se lâchent la grappe, qu'enfin elles profitent d'elles, de leur vie. C'est tout ça. Je pense que ça rejoint la question d'après, qui était, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui se sent mal dans sa peau et qui est complexée? Que tout est possible du moment qu'on va chercher en fait, sa vérité. C'est sa vérité, je pense que, on a tous des blessures, mais il est temps de les affronter. Il est temps en fait de que les choses en fait, négatives glissent sur nous et plus nous atteignent. Pour justement que ce côté vérité jaillisse et en fait qu'on ose être. Et ma question, préférée, quel conseil tu donnerais à la petite Solena du passé? Si tu en avais un. Je l'ai prise dans mes bras plusieurs fois cette petite Solena, cette petite Sol, on m'appelait Sol. Hem, oui, oui, tu étais dans la lune. Mais ça a du sens avec tout ce Ça que a tu du dis. sens avec mon parcours et tu as vécu peut-être le pire, mais ça a aussi énormément de sens dans tout ce que tu as vécu. Ça t'a donné cette force de croire en toi et d'être la femme que tu es et de profiter maintenant de toutes les merveilleuses années qui vont arriver. Mmh. Et ma dernière question, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais particulièrement voir ou entendre dans ce podcast? Je pense tout de suite à ma maman. Oh! Mmh, ouais. Parce que, j'ai pas été, la fille, modèle pour elle, je pense.
et que ce serait un beau cadeau de lui offrir, cette possibilité qu'elle, raconte aussi, tout son parcours de vie. Mmh. Et en fait, je lui dois tellement plein de choses. J'ai une reconnaissance infinie pour aussi son parcours, Mmh. tout ce qu'elle est. Donc ma maman parce qu'elle vient aussi, de elle a eu un cancer et ça vient aussi réveiller, des choses, qu'en fait elle a affrontées, et que maintenant ça y est, elle est en guérison et c'est Ouais. trop bien. Donc ma maman, Eh ben, écoute. parce que je t'aime maman et papa aussi bien sûr. J'adorerais l'avoir à mon micro si elle en a envie. Merci beaucoup. Tu sais, Solena, quand tu m'as envoyé le résumé de ton parcours, et que j'ai préparé cet épisode, j'ai eu des frissons partout et même beaucoup d'émotions à l'idée de t'avoir à mon micro. Ça se confirme. Ça se confirme parfaitement, aujourd'hui. Alors merci du fond du cœur pour ton partage parce que j'espère aussi que ton parcours va donner de l'espoir et de la lumière à celles et ceux, qui, sont un peu plus, dans l'obscurité et toutes les personnes qui souhaitent, devenir parents et pour qui le parcours est difficile. Et à toutes les femmes qui rêvent de changer de voie aussi professionnelle, mais qui ont besoin de témoignages comme le tien, pour pouvoir enfin sauter le pas, se faire confiance et croire en elles, croire que tout est possible. Je te souhaite une vie pétillante et pleine d'amour, Solena, et je te dis à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Pause Pépite. J'espère qu'il vous a plu et merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez faire grandir ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez cet épisode au plus grand nombre. C'est de cette manière qu'il brillera encore plus fort. Merci encore et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Pépite.